Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 6 juin, voici les titres. J-3 avant les élections européennes. En France, les citoyens sont appelés à voter pour élire les 81 députés français qui siégeront à Strasbourg pendant 5 ans. On vous dira tout sur l'enjeu de ces élections dans cette édition. Elles sont essentielles à la biodiversité. Les abeilles permettent la pollinisation des plantes et donc le développement des fruits et des légumes. Elles nous sont indispensables, mais figurez-vous que la météo pluvieuse de ces derniers mois a des conséquences sur les abeilles. Elles produisent moins de miel et les apiculteurs sont obligés de les nourrir au printemps. Une situation inédite que nous vous expliquerons dans ce journal. Enfin, nous prendrons la direction de la ferme de la Jarrie à Némy. Des ateliers pédagogiques sont organisés pour sensibiliser les petits et les grands à la préservation de l'environnement. Mais avant toute chose, ce dimanche auront lieu les élections européennes. Tous les 5 ans, les citoyens sont appelés à voter pour élire les députés européens. Le rôle du Parlement situé à Strasbourg n'est pas connu de tous. Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir à quoi servent ces élections et surtout comment elles fonctionnent. Alors pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose d'écouter Simon Philippot. En France, ce sont 81 députés qui vont être élus pour 5 ans et qui siégeront au Parlement européen à Strasbourg. Avec 81 eurodéputés, la France est la deuxième nation la plus représentée juste derrière l'Allemagne. Alors comment fonctionne cette élection ? Je vous préviens, il faut s'accrocher. Le fonctionnement ressemble un peu au municipal ou encore au départemental. Nous votons pour des listes au suffrage universel direct. Toutes les listes qui obtiennent plus de 5% des suffrages sont qualifiées et se partagent donc les 81 sièges français à la proportionnelle. En d'autres termes, plus une liste fait un score important, plus elle aura de sièges. Les élus, eux, sont déterminés en fonction de leur position dans leur liste. Plus un candidat est proche de la tête de liste, plus il a de chances de devenir député européen. En France, il y a 38 listes, ce qui veut dire que vous aurez à choisir parmi 38 bulletins de vote le 9 juin prochain. Mais dans le débat, il s'articule surtout autour de 6 listes représentant les principaux partis, que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Alors attention, ça va se compliquer encore plus car chaque liste est rattachée à un groupe européen au sein du Parlement, des groupes qui ne portent pas le même nom que les partis nationaux, mais dans lequel chacun partage des programmes, des idées et des politiques communes. Enfin, une fois que les eurodéputés sont en place, ils vont devoir choisir leur président. Une élection à la majorité absolue qui permet en général au groupe ayant le plus d'eurodéputés d'obtenir la présidence. Et d'ailleurs, savez-vous qui est actuellement la présidente du Parlement européen ? Et oui, il s'agit de Roberta Metsola, c'est une députée européenne maltaise du Parti nationaliste. Et n'oubliez pas que pour voter, une pièce d'identité suffit et vous pouvez faire votre procuration jusqu'à 24 heures avant le scrutin. Mais vous pouvez aussi vous engager à l'échelle plus locale. Fontenay-le-Comte incite ses habitants à s'investir pour la commune. La ville est en effet à la recherche de membres pour ses assemblées citoyennes et participatives. Depuis 4 ans, les Fontenaysiens ont leur mot à dire sur les différents projets portés par la ville. Au total, 72 personnes vont pouvoir représenter les administrés et faire entendre leur voix. Élus pour 3 ans, les futurs candidats seront répartis sur 3 assemblées. La démocratie de proximité sur Fontenay-le-Comte et sur la ville s'inscrit principalement sur 3 assemblées. Les correspondants de quartier, habitants d'un quartier qui souhaitent être le relais entre la collectivité et l'état d'esprit de leur quartier et sur des projets avec leurs voisins ou les habitants de leur quartier. Le Conseil des sages, donc comme le dit son nom, des citoyens qui auraient plus de 55 ans et plus, qui voudraient rejoindre cette assemblée pour travailler sur des réflexions. Et puis le 3e, c'est les conseils des mobilités douces. Ça a pris une place importante dans la collectivité, dans notre cité, la place du vélo, la place de la mobilité, mais du déplacement au sens large dans la ville. Et dans le reste de l'actualité, une fuite de gaz s'est produite au Sables-d'Olonne en début d'après-midi. 4 bars ont été endommagés à cause de ce problème de canalisation dû à des travaux de terrassement sur l'avenue François Mitterrand. Les pompiers ont sécurisé la zone avec l'aide de la police et de GRDF. Prenons la direction des Herbiers où le chantier de la médiathèque commence petit à petit. Depuis lundi, l'ancien cinéma est en cours de démolition et devrait trouver sa nouvelle identité à l'été 2025. Cette médiathèque se veut plus moderne. Des livres bien sûr, mais une mini-cafétéria prendra également place avec un espace numérique et un petit salon. La pose de la première pierre de ce lieu de vie est prévue pour octobre prochain.
Demain, on souhaite que ça soit comme un tiers-lieu, c'est un mot un petit peu à la mode, mais dire, en tout cas un lieu où on peut être accueilli de 0 à 100 ans, parce qu'on dit souvent 7 à 77 ans, mais il faut penser que dès le plus jeune âge, il y a des bébés lecteurs qui sont reçus dans nos bibliothèques. On n'est pas que sur de la lecture, d'aller emprunter un ouvrage, on est vraiment sur un lieu de vie, un lieu aussi où on peut faire sa pause méridienne, on pourra aller y déjeuner, aller y prendre un café, on pourra à la fois utiliser les salons de lecture, il y aura tout type de lieux d'accueil et aussi à la fois intérieur et extérieur. Donc on sera vraiment sur un lieu de vie. La météo capricieuse de ces derniers mois a des conséquences multiples et pour les apiculteurs, ces dernières peuvent être graves. Les abeilles produisent moins et le miel de printemps se fait rare. La filière apicole est très inquiète. Les professionnels du secteur doivent nourrir les colonies pour ne pas qu'elles meurent, car si elles n'ont plus de nourriture, elles se mangent entre elles. Notre journaliste Mathis Pires est allé rencontrer des apiculteurs à la Génétouze et à Saint-Laurent-de-la-Salle. Pas une seule goutte de miel dans ces ruches et une production qui tourne au ralenti. Les pluies à répétition des derniers mois n'ont pas permis aux abeilles d'aller butiner. Donc là, typiquement, il devrait y avoir plein d'abeilles et ça devrait être, c'est un cadre là, il pèse 300 grammes, il devrait peser plus d'1 kilo, ça devrait être rempli de miel, quoi. Et là, il n'y a rien, absolument rien. Des ruches sèches et des alvéoles dépourvues de miel. Certaines colonies sont même au bord de la famine. Là, c'est catastrophique. Elles n'ont rien à manger. Là, c'est grand temps d'intervenir. Il n'y a absolument rien à manger ici. Jean-Marc et sa femme doivent alors nourrir les abeilles d'urgence. Une première en 8 ans de métier. Donc, s'il n'y a pas de miel, s'il n'y a pas de nectar, s'il n'y a pas de fleurs qui donnent de nectar, il n'y a pas de miel et donc elles peuvent mourir de faim. Et là, typiquement, cette ruche-là, il faut absolument qu'on la nourrisse aujourd'hui. Mais au printemps, on n'a jamais distribué de sirop. Des conséquences encore plus visibles ici, dans la réserve de l'apiculteur. Ces stocks sont pratiquement vides. Ça représente la première récolte de cette année. En principe, on devrait avoir des seaux jusque-là sur toute la surface. Donc ça représente entre 10, 12 et 15% de ce qu'on a récolté l'année dernière. Pour pallier aux ruches mortes de cet hiver, cette pouponnière crée de nouvelles colonies. Donc ça, c'est une colonie qui va remplacer les pertes de l'hiver 2023. Et cette année, ces commandes ont terriblement augmenté. Une situation exceptionnelle pour la filière. Il est clair que si la deuxième partie, parce que là on est sur la première moitié de la saison, si la deuxième moitié est aussi mauvaise, ça peut avoir des conséquences économiques graves pour les professionnels qui vivent de ce métier, puisqu'ils n'auront pas de récolte. Donc ça, c'est effectivement très inquiétant. Si les cas de mortalité chez les abeilles pollinisatrices venaient à se multiplier, c'est toutes les filières agricoles qui pâtiront. Et en parlant de biodiversité, du côté de Némy, à la ferme pédagogique de la Jarrie, Colette œuvre à sa protection. Elle est à la tête de cette ferme associative. Connectée à la nature, elle a décidé depuis 8 ans d'organiser des ateliers et des visites pédagogiques ouvertes à tous pour sensibiliser son public à l'environnement. Circuit court, permaculture, elle invite les visiteurs à reproduire les bons gestes chez eux. Kim Bastard a suivi un atelier avec une classe de CM1, reportage. Des poules, des chèvres, des poneys ou encore des oies. Depuis 2019, Colette Plissonneau ouvre sa ferme au public à des fins pédagogiques. Un cochon asiatique, voilà, et c'est Peggy. Nos animations sont toujours pédagogiques. On ne veut pas tomber dans les animations de consommation. Le but, c'est vraiment cette transmission de connaissances et avec un esprit d'évolution par rapport au changement climatique. Aujourd'hui, elle reçoit une classe de CM1 qui a travaillé sur l'alimentation tout au long de l'année. Cette journée à la ferme vient clôturer leur programme. J'ai beaucoup apprécié de voir comment ça fonctionne, tout ce qui se passe avant d'arriver dans notre assiette. On a mis nos mains dans l'eau pour essayer de prendre des sortes d'algues. Là-bas, il y avait des jeux et tout. Et j'ai bien aimé. Des classes de primaire, des familles, tout le monde est le bienvenu à la ferme pour découvrir les enseignements de Colette. En plus de transmettre son savoir aux visiteurs, elle est un professeur important pour ses nombreux stagiaires. À la ferme, on apprend à revivre en harmonie avec la nature, sans que ce soit forcé ou quoi que ce soit, mais de façon très simple. On réapprend les bases, les choses simples qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école.
Aussi enrichissante soit-elle, la ferme pédagogique de la Jarrie a été confrontée à des périodes plus difficiles. La fin d'année dernière a été très pluvieuse et l'été avec des journées caniculaires au mauvais moment. Donc on a eu effectivement une stagnation, on va dire, au niveau du public et l'automne étant déjà très pluvieux, on a des classes qui n'ont pas pu venir, en plus il commençait à faire froid, donc on avait donc moins de recettes par rapport aux dépenses qui sont toujours engagées. Grâce à sa campagne de dons, mais aussi avec le soutien moral de ses voisins agriculteurs, l'association s'est relevée. Depuis le début de l'année, Colette reçoit de plus en plus de visiteurs et la ferme a retrouvé un équilibre économique. Et on termine cette édition à Notre-Dame-de-Mont. La 21e édition du festival À tout vent se déroulera du 28 au 30 juin prochain. Il s'agit d'une grande fête du cerf-volant. Petits et grands sont invités à s'essayer à cette pratique et à admirer les œuvres d'art des cervolistes. Le temps de ce week-end, le ciel sera décoré d'une multitude de couleurs pour faire rêver les 70 000 spectateurs attendus. On invite plus de 120 cervolistes venus du monde entier. C'est un festival qui existe depuis plus de 21 ans, donc on fête les 21 ans cette année. Et donc on a plein d'animations autour du cerf-volant, à la fois des ateliers, donc le public peut à la fois s'essayer à fabriquer son propre cerf-volant, mais surtout ce qui est superbe vraiment, c'est de pouvoir découvrir tous les cervolistes, des cerfs-volants différents, que ce soit des balais, mais aussi des gros cerfs-volants qui représentent des structures. Vraiment tout type de cerfs-volants seront présents les 28, 29 et 30 juin à Notre-Dame-de-Mont. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès demain matin 7h dans la matinale avec François Pérez. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.